Bonjour chers amis, j'utilise souvent l'expression prêcher dans le désert, car concernant certaines des causes que je défends, j'ai souvent l'impression en effet, de prêcher dans le désert, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de la vision ou de la vérité officielle que l'on nous sert dans nos grands médias. Vérité officielle qui parfois n'est pas un mensonge caractérisé, mais qui est souvent trop réductrice, car je considère que pour bien comprendre une situation, pour bien comprendre un problème, il faut se prendre son temps, il faut faire un peu de recherche et il faut surtout s'intéresser à l'histoire de la contrée concernée par le problème en question. À mon retour d'Afrique en 2013-2014, j'avais été horrifié par les cris de mort aux Juifs que l'on pouvait entendre être scandés dans certaines manifestations bien souvent pro-palestiniennes. C'est ce choc éprouvé à l'époque, choc qui a été multiplié, qui a été aggravé dans les années qui suivirent avec les drames que l'on a connus en France, liés au terrorisme islamiste, terrorisme de masse même parfois. C'est tout cela qui m'a amené à aborder des sujets dans 2 de mes livres, des sujets que je n'avais pas l'habitude de traiter puisque mes livres précédents concernaient essentiellement l'Afrique, où j'ai passé 24 années, et les expériences vécues dans ces pays, souvent des pays en guerre ou des pays sortant de conflits armés. Je me suis donc aventuré dans ces sujets, une première fois donc avec un livre publié en 2016 qui couvrait différents problèmes d'actualité depuis 2013 à 2016, intitulé « Prêche dans le désert ». Et j'ai poursuivi avec un livre publié en 2020 que de manière peu originale j'ai intitulé « Nouveau prêche dans le désert » et qui couvrait plus ou moins les mêmes problèmes, mais pour la période s'étalant de 2017 à 2020. Alors pourquoi est-ce que je parle dans cette émission improvisée de ces 2 livres? Parce que je me suis aperçu que ce livre, ça fait exactement 7 ans qu'il est sorti. Mais je me suis aussi rendu compte, j'ai parfaitement conscience, que ces 2 livres sont toujours, hélas, d'une brûlante actualité, je dirais même plus que jamais, puisque les thèmes que j'abordais un peu en solitaire, je dois dire, en 2016, sont devenus presque des lieux communs, surtout dans cette période politique agitée que nous vivons. Alors quels sont-ils, ces thèmes que j'ai abordés dans ces 2 livres? Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de la montée de l'islam politique, tant en France que dans le monde. J'ai eu la chance, de par mon expérience hors des frontières, de voir les 2 versants de ce problème, tant dans les pays d'Afrique, les pays arabo-musulmans, qu'en France elle-même. Et bien sûr, j'aborde également la question du terrorisme islamique, qui est une conséquence du premier problème évoqué. Terrorisme islamique qui a touché, qui continue à toucher de manière répétée la France, l'Europe, mais aussi le reste du monde. N'oublions jamais que les pires atrocités commises par les terroristes islamistes l'ont été à l'encontre de populations africaines ou moyen-orientales.
et même extrême-orientale. Je pense à certaines tragédies qui se sont déroulées aux Philippines, par exemple dans le sud des Philippines. Pour ce qui est de l'Afrique, je pense bien sûr au Nigeria, à tous ces lycéens et lycéennes qui ont été kidnappés et qui pour certains ne sont jamais revenus. Et ces enfants, ces adolescents étaient tous, à quelques exceptions près, des musulmans. Donc c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce terrorisme islamiste touche les musulmans dans ces pays tels que le Nigeria, mais aussi bien sûr tels que la Somalie, tels que, pour ce qui est du Moyen-Orient, l'Irak et la Syrie. Question liée également, parce que tous ces problèmes sont liés, tous ces problèmes que j'aborde dans ces deux livres sont liés. J'aborde la question des chrétiens d'Orient, qui sont en voie de disparition dans l'indifférence internationale. La population de chrétiens d'Orient dans des pays tels que l'Irak, tels que la Syrie, tels que les territoires palestiniens, territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne, tels même que l'Égypte, sont en constante voie de diminution. Même à Bethléem, la ville natale du Christ, les chrétiens sont désormais très minoritaires. Et là où les chrétiens continuent à s'accrocher, continuent à tenter malgré tout de rester sur leur terre ancestrale, ils sont marginalisés. A-t-on jamais vu un ministre, un premier ministre ou un président chrétien en Égypte, par exemple, ou en Irak? Oui, je sais, on va me citer le nom de Boutros-Ghali, en le qualifiant de ministre des Affaires étrangères. N'oubliez jamais que Boutros-Ghali n'a jamais été ministre des Affaires étrangères. Il était ce que l'on appellera en France un secrétaire d'État aux Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il avait un ministre de tutelle qui, lui, était musulman. Les chrétiens d'Orient, même si officiellement ils sont des citoyens à part entière dans les différents pays où ils vivent, sont malgré tout marginalisés et victimes du terrorisme islamiste. Les pires exemples étant, bien sûr, les atrocités commises par l'État islamique, Daesh, en Syrie et en Irak. Dans le second livre, je m'intéresse particulièrement au néo-ottomanisme du néo-sultan Erdogan. Et là aussi, j'aborde la question sous l'angle français, français et européen, puisque les fondations affiliées au régime d'Erdogan infiltrent l'islam de France et l'islam européen, tentent de manipuler les communautés musulmanes de France et d'Europe. Je pense à la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et je pense bien sûr à l'autre aspect de la politique d'Erdogan, c'est-à-dire sa politique étrangère, son occupation, la pérennisation de l'occupation turque de Chypre. Quand je dis pérennisation, je dirais même renforcement, puisque si les négociations en vue d'une réunification de Chypre sont bloquées aujourd'hui, c'est à cause d'Erdogan, qui a pris une position intransigeante, qui souhaite la reconnaissance de l'État turc, qui a été créé de toutes pièces par la Turquie dans la zone occupée. Il souhaite que cet État soit reconnu internationalement et puisse vivre aux côtés de l'État chypriote, qui ne serait plus que
la partie sud de l'île. Une telle reconnaissance internationale de cet État turc au nord non seulement pérenniserait la partition, mais pire, pérenniserait le déplacement de population et le nettoyage ethnique qui a été effectué à Chypre, et la colonisation de peuplement effectuée à Chypre depuis 40 ans. Car avant 1974, les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs vivaient dans toute l'île. Il n'y avait pas un seul district, pas une seule commune qui était homogène, où il n'y avait que des Grecs, que des Chypriotes grecs ou des Chypriotes turcs. Et le nord, qui constitue actuellement la pseudo-république autoproclamée turque, n'était pas plus turc que le reste de l'île. Et il était tout aussi grec. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de Chypriotes grecs dans la zone occupée par la Turquie. Tous les Chypriotes grecs ont été chassés de leurs terres, leurs biens ont été spoliés et occupés par de nouveaux occupants, par de nouveaux propriétaires ou gérants, et parallèlement des populations allogènes, des populations venant d'Anatolie, ont été installées dans cette partie de Chypre qui est occupée par l'armée turque. Quant aux Chypriotes turcs, la République de Chypre ne les a pas chassés. Ils ont reçu l'ordre des autorités autoproclamées du Nord de rejoindre le Nord. Ce qui fait qu'on a abouti à un nettoyage ethnique parfait, puisqu'aujourd'hui, les 38% qui constituent l'État turc au nord sont peuplés de Turcs, de Chypriotes turcs et de Turcs venus de Turquie, et le sud est peuplé de Chypriotes grecs. C'est inacceptable. Il faut revenir à la situation ante, à une île de Chypre multiculturelle, multireligieuse, sur toute l'étendue du territoire souverain de la République de Chypre. Cette politique étrangère d'Erdogan touche également bien sûr les Kurdes, tant ceux de Turquie que ceux de Syrie et d'Irak. Mais elle touche aussi les Arméniens, puisque par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan, Erdogan a poursuivi la politique entamée au début du siècle dernier à l'encontre des Arméniens, de ce qui est aujourd'hui la Turquie, et qui a conduit au génocide. L'Artsakh, le Haut-Karabakh, a été nettoyé ethniquement là aussi, par l'Azerbaïdjan, qui subit une dictature vassale de la Turquie. Et l'Azerbaïdjan poursuit, jusqu'à l'heure où je parle, une politique agressive menaçant le territoire arménien proprement dit. Je pense qu'Erdogan poursuit un rêve de reconstituer ce que fut l'Empire ottoman, mais bien sûr au profit des Turcs. L'Empire ottoman, d'autrefois, était un empire multiethnique. La Turquie d'aujourd'hui, telle que rêvée par Erdogan, est un État-nation. C'est complètement différent. J'aborde aussi dans les deux livres la question du problème israélo-palestinien, que l'on présente de manière beaucoup trop manichéenne, avec les bons d'un côté, à savoir les Palestiniens, victimes, éternelles victimes, et les mauvais de l'autre, à savoir les Israéliens, éternels colons. Non, la situation n'est pas aussi simple. Ce que l'on nous présente comme étant
Jérusalem-Est colonisée par Israël, Jérusalem-Est, c'est-à-dire le noyau le plus ancien de la ville de Jérusalem, avait déjà une population juive majoritaire en 1900. Et cette population juive majoritaire a été chassée de Jérusalem-Est par les Jordaniens en 1948. Donc, présenter des Juifs qui s'installent aujourd'hui à Jérusalem-Est comme des colons, c'est un peu trop facile. Les Palestiniens ne sont pas les éternelles victimes, les Israéliens ne sont pas les éternels bourreaux. Et donc, là aussi, j'essaye de donner un éclairage un petit peu historique à la question, israélo-palestinienne, car les torts sont partagés. On a affaire à une double légitimité sur ce tout petit territoire, et je le sais pour m'y être rendu moi-même, tant en Israël proprement dit que dans les territoires sous contrôle d'Israël, ou sous contrôle de l'autorité palestinienne aujourd'hui. C'est un tout petit territoire où il sera bien difficile de créer un second État. Car pour créer un État, il faut qu'il soit viable, il faut qu'il y ait une continuité territoriale, et cela, ce serait bien compliqué sur un territoire aussi exigu, qui représente la superficie de quelques départements français. Dans ce territoire qui est aujourd'hui l'État d'Israël et les territoires contestés, les territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne, l'idéal serait le même d'ailleurs qu'à Chypre, qu'il puisse y avoir un État où vivraient côte à côte toutes les communautés. Parce qu'il ne faut pas non plus réduire le problème aux seuls Palestiniens et aux seuls Juifs. L'histoire dure longtemps. Et cette contrée a connu de nombreuses strates historiques différentes. Et il ne faut pas aborder le problème de manière simpliste. Voici donc ce que j'ai essayé d'exprimer, d'expliquer, de présenter dans ces deux ouvrages. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je m'aperçois que je ne prêche plus tout seul dans le désert, puisque des gens, même venus de la gauche, comme Céline Pina, comme François Poupon et d'autres, abordent ces problèmes et ont compris la nature réelle de ces problèmes. Donc, ce n'est pas des problèmes réservés aux seuls gens de l'extrême droite, aux seuls chrétiens pratiquants ou autres. Non, non, non. Je n'appartiens à aucun parti, je ne m'identifie à aucune idéologie particulière. J'essaye d'analyser les problèmes, j'essaye de raisonner, j'essaye d'expliciter, et c'est ce que j'ai tenté de faire dans ces deux ouvrages. Bon, à cette publicité comme cela, ce que je veux dire, c'est que ces livres sont toujours disponibles, on les trouve dans les meilleures librairies de Corse, mais on peut aussi se les procurer auprès de moi, en me laissant un message en commentaire. Ils ne coûtent que 15 € chacun, et pour les lecteurs intéressés vivant en dehors de France et de Monaco, j'offre les frais de port, car nous avons la chance d'avoir encore un tarif postal très avantageux
pour les envois de livres hors des frontières. Pour les lecteurs résidant en France et à Monaco, je ne peux pas me montrer aussi généreux car depuis le 1er janvier dernier, les tarifs postaux sont devenus réellement prohibitifs pour l'envoi de livres. C'est ça le paradoxe. Il est beaucoup plus bon marché d'envoyer des livres en Nouvelle-Guinée qu'à Paris ou à Strasbourg. Mais enfin, je suis malgré tout bien content de pouvoir utiliser ce tarif ce tarif postal pour les envois à l'étranger, qui avait été instauré à l'époque, il y a une dizaine d'années, je crois, pour favoriser le rayonnement de la culture française. Je vous remercie, chers amis, pour votre écoute, pour votre patience. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne RVTV. Je le répète tout le temps, c'est gratuit, mais c'est très important pour la visibilité de cette chaîne sur YouTube. Donc abonnez-vous, laissez des commentaires, cliquez sur le petit pouce relevé si vous avez apprécié mon propos. Et puis n'hésitez pas à partager mes émissions. Là, ça aussi, c'est très important pour la visibilité et la notoriété de cette chaîne, qui, comme vous l'aurez remarqué, aborde des sujets très divers. Merci et à très bientôt.